Ok, donc bonjour à tous. Donc, on va parler de la situation linguistique du Québec et du Canada. Donc, le Québec étant une province du Canada, province majoritairement francophone, ce qui fait sa particularité. Je vais en parler du point de vue surtout, on va dire, social, politique, historique, pas le point de vue nécessairement linguistique, ce qui est un sujet tout à fait intéressant en soi et qui mériterait toutes sortes de présentations. Aujourd'hui, ce sera pas ça. Ce sera plus le côté des relations entre les communautés linguistiques francophones et anglophones au Canada. Et non pas aussi non plus, c'est encore un tout autre sujet, les langues autochtones, grand sujet dont on peut parler aussi pour... Ok, pas parler trop. D'accord, je suis trop haut, effectivement. D'accord, ouais, effectivement, merci. Donc, où j'en étais? Donc oui, langues autochtones, aussi sujet extrêmement complexe là, dont on pourrait parler pendant des heures, mais là, je me concentrerai sur le français et l'anglais. Donc, qui je suis? Alors, comme vous pouvez entendre, mon accent n'est pas tout à fait québécois. Moi, je suis né en France, si ça veut bien, voilà, à Paris. Et à 14 ans, j'ai déménagé au Québec. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie au Québec, à Montréal et autour de Montréal. Donc maintenant, j'ai un petit peu toutes sortes d'identités françaises, québécoises, canadiennes, européennes. Je parle espéranto aussi. J'aime bien aussi parler souvent d'identité francophone, comme en plus je suis un peu à cheval entre Québec et France. Ça me paraît quelque chose qui est pertinent. En tout cas, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. C'est important. Donc voilà, donc moi, c'est ça. Donc je travaille à Montréal. J'ai habité plus de la moitié de ma vie. Je connais. C'est chez moi là-bas j'ai toujours été intéressé par les langues et depuis que c'est les 17 années là, que j'ai passé à Montréal aussi par le sujet politique, linguistique, tout ce qui a trait aux langues, aux relations entre francophones et anglophones au Canada. Donc voilà, donc ça c'est en gros c'est l'île de Montréal, donc qui est tout au sud du Québec. Je vais vous montrer une carte du Québec plus tard, mais moi j'habite un petit peu au-dessus de l'étoile où on voit Montréal, donc j'habite à Montréal. J'ai habité aussi sur la carte à Saint-Jérôme qu'on voit à gauche et à Sainte-Adèle encore plus haut, donc j'ai habité à Montréal et au nord de Montréal. Voilà, de ça dont je ne vais pas parler, parce que je vais faire une petite série historique. Donc, les langues au Canada, évidemment, avant l'arrivée des Français et des Anglais sur le territoire, il y a toujours, dans une certaine proportion, dans certaines régions, des langues autochtones, différentes familles. Mais ça, comme je vous dis, c'est un sujet en soi énorme qui ne fait pas partie de la présentation. Donc, c'est pour ça que très rapidement, je vais expliquer pourquoi on a cette distribution des langues au Canada. Et ça commence avec les premiers on va dire, efforts de colonisation. Donc, d'abord, les explorations dans le fleuve Saint-Laurent. Je ne sais pas si on a un pointeur ici. Non, on ne passe pas un pointeur, ça. Bon, c'est un pointeur? Je ne sais pas, ça ne marche pas. Ah oui, d'accord. Ok, on ne voit pas très bien, mais ici, donc, l'embouchure du fleuve Saint-Laurent qui avait été explorée par Jacques Cartier. Et puis, ça, c'était au XVIe siècle. Et au début du XVIIe, là, on commence à fonder les premières colonies françaises sur le territoire actuel du Canada, donc notamment la Nouvelle-France, mais avant ça, l'Acadie, qui était l'autre colonie française d'Amérique du Nord, qui se trouve à l'extrême est, juste au sud de Terre-Neuve. Et avec la fondation donc, de Québec en 1608, donc c'est là que commence vraiment finalement l'aventure francophone en Amérique. Montréal a été fondé ensuite en 1642. C'est le 375e anniversaire de Montréal. Il y a beaucoup de festivités actuellement autour de justement la fondation de Montréal. Et puis, donc je passe très rapidement sur l'histoire de la Nouvelle-France, mais pendant le siècle et demi que la Nouvelle-France, durant lesquels la Nouvelle-France a été dans les faits françaises, l'économie c'était surtout le commerce des fourrures. Donc il y avait
une population, oui, qui s'installait, mais pas massivement, c'était relativement sporadique. Il y avait Québec, il y avait Montréal, qui s'appelait Ville-Marie avant. Il y avait peu de femmes. On a fait venir des femmes qu'on appelle les filles du roi à la fin du XVIIe siècle pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un accroissement démographique naturel de la colonie. Beaucoup de Québécois descendent de ces femmes. Et avec tous ces efforts, les arrivées de France, qui viennent surtout du nord et de l'ouest de la France, on se retrouvait avec environ 60 à 70 000 habitants en 1760 au moment de la conquête britannique. Donc conquête britannique, à partir de la conquête britannique, donc les francophones, les Français, les colons français restent mais sont donc dominés sous pouvoir britannique. Alors les Britanniques vont être obligés par la force des choses de se montrer relativement accommodants avec les Français, étant donné que il y a les colonies américaines qui menacent de faire sécession juste au sud et veulent à tout prix éviter que sur leurs colonies nouvellement acquises au nord, la même chose se passe. Donc ils font un genre finalement de pacte, on peut dire, avec l'élite, où ils leur disent, surtout l'élite ecclésiastique, mais pas seulement, ils leur disent ok, on va vous laisser le droit de fonctionner au moins en interne dans votre langue, le droit de pratiquer la religion catholique et non protestante, et en échange vous nous assurez de votre loyauté. Donc c'est très simplifié, c'est ça. Donc c'est un peu les tensions géopolitiques de l'époque qui ont permis un peu ce premier pas là, de développement là, des colons français sous domination britannique dans ce qui allait devenir le Canada à cette époque. Donc il y a beaucoup d'immigration européenne, non francophone, non anglophone, mais aussi britannique qui vient s'installer au XIXe siècle. Donc les francophones se font progressivement minorisés, quoique ils ont un accroissement naturel très élevé parce que les taux de natalité, surtout entre du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle sont énormes, donc ça leur permet d'essayer de maintenir les nombres par rapport à tous les autres immigrants qui arrivent au Canada. Mais le français, de cette manière-là, se maintient au Canada. Mais les Britanniques, là je mentionne le rapport Durham. Durham, c'était un lord britannique qui avait été chargé par Londres de régler le problème justement des francophones au Canada, parce que ça ne plaisait pas trop au pouvoir britannique d'avoir une population qui n'était pas nécessairement par nature ultra loyale à l'Empire. Donc lui, il avait décidé d'un plan pour tenter d'assimiler la population francophone en fusionnant le gouvernement des colonies, puis en essayant de les mettre avec les anglophones. Est-ce que ça marche pas ça? Si. Nouvellement arrivés ici autour de Toronto, des Grands Lacs, qui va devenir la province de l'Ontario, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là encore, je fais des énormes raccourcis, mais on en arrive à la fondation du Canada actuelle, Confédération de 1867, qui est un régime fédéral, donc où le Québec est une province et conserve une certaine autonomie, ce qui lui permet, à la mesure de sa capacité juridique, de promouvoir le français. Donc voilà, donc au XXe siècle, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des nouvelles provinces anglophones qui sont créées. Donc le Québec demeure une province avec son autonomie, mais se fait quand même progressivement minoriser jusqu'à un certain point, parce que il y a un accroissement naturel, comme je le disais, extrêmement fort. Là, on voyait des 15-20 enfants par femme jusque dans les années 50-60, qui a permis quand même à la population francophone de se maintenir démographiquement. Mais il y a aussi eu des pertes dues à l'immigration, notamment dans le nord-est des États-Unis. Mais l'accroissement naturel continuant à être très élevé. On a vu la colonisation du territoire du Québec au nord, au sud du Saint-Laurent. On a vu ce qu'on appelait la revanche des berceaux, c'est ce que je disais. Vraiment le fait qu'il y a eu énormément de naissances au Québec côté francophone, qui ont permis de maintenir une majorité francophone au Québec jusqu'à ces jours.
Donc ça c'était pour l'histoire. Donc en gros c'est l'histoire d'un peuple qui tente de se maintenir dans un environnement politique, social où il est pas nécessairement ressenti comme étant le bienvenu. Il est, on va dire, toléré sans que ce soit nécessairement très, très facile, puisque les francophones à l'époque n'ont pas accès aux positions de pouvoir. Il y a une petite élite qui est surtout, comme je disais, ecclésiastique, quelques notables, un peu des juristes, des choses comme ça, mais qui sont finalement, qui organisent un peu les choses chez eux en français, mais tout le reste autour, c'est en anglais. Jusqu'aux années 60, où là il y a vraiment un grand changement social qu'on appelle la Révolution tranquille au Québec, où il va y avoir un développement du nationalisme québécois moderne, il va y avoir un développement de l'idée d'indépendance, souverainisme, et c'est là qu'on va commencer à vraiment parler de toutes les lois sur les langues pour faire face à cette nouvelle identité, cette nouvelle réponse. Donc le gouvernement fédéral canadien donc se retrouve avec une province qui est majoritairement francophone, qui se développe, qui prend vraiment confiance en elle, qui menace de faire sécession. Et donc c'est là qu'on met en place en fait un genre de concurrence un peu identitaire. Alors le gouvernement fédéral, on va entrer dans le vif du sujet juste après, décide, là encore je fais des énormes raccourcis, mais se rend compte qu'il ne pourra pas maintenir l'adhésion du Québec sans faire une place aux Français au niveau du pays tout entier. Donc on va faire ce qu'on appelle la loi sur les langues officielles, qui consacre que le Canada c'est un pays officiellement bilingue, français et anglais à part égale sur le plan légal. Le Québec, avec ce qu'on appelle la charte de la langue française, je vais en parler pendant 15 minutes tout à l'heure, va lui tenter d'affirmer la prééminence du français à l'intérieur du Québec par une série de mesures dont je vais vous parler. Et quelque chose qui est intéressant aussi de dire, je saute quelques points parce que je vois que je suis déjà passé les 10 minutes que je m'étais donné pour faire la partie historique, c'est qu'il y a vraiment eu un gros changement d'identité. À l'époque coloniale, les francophones, les Français, les colons s'appelaient Canadiens, ils habitaient au Canada. Le terme géographique est venu assez tôt dans l'histoire. Ils sont devenus après des Canadiens français par opposition aux autres Canadiens, Canadians, anglophones qui étaient arrivés, donc Canadiens français, donc Canadiens d'origine française, francophone, et l'identité moderne qui demeure canadienne dans le sens où ils sont citoyens du Canada, mais de manière dominante québécois. Donc, parce que le terme canadien avait un peu changé de sens et avait été adopté par le pays tout entier, la dénomination vraiment acceptée par tout le monde. Oui, je veux dire, la plupart des gens acceptent le fait qu'ils sont canadiens, etc. Mais vraiment, au Québec, on va parler très très souvent tout simplement de québécois. Donc voilà, avec la carte politique du Canada actuelle, donc avec les 10 provinces ici et les 3 territoires qui ne sont pas des provinces membres de la Fédération canadienne au nord. Bon, je passe là-dessus, si j'y arrive. Ah oui, le Québec. Donc, la situation actuelle des langues au Canada, qu'est-ce que c'est? C'est que 85% des francophones, qui sont de l'ordre de 7 millions partout au Canada, sont concentrés au Québec. Il y a des minorités francophones dans le reste du Canada, qui forment à peu près une vingtaine de pourcents de la population. La population canadienne actuelle est d'environ 36 millions. Là, on voit les données de 2006-2011. Il y a un recensement tous les 5 ans au Canada. Le dernier, de 2016, n'a pas encore été traité, donc les données ne sont pas encore publiques. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Concentration des francophones au Québec, minorité francophone à l'extérieur du Québec, et minorité anglophone aussi au Québec, qu'on voit ici. Oh là, j'ai le texte par-dessus. Donc, il y a une minorité anglophone au Québec, concentrée à Montréal et près de la frontière américaine et de la frontière avec l'Ontario. Donc, il y a la plus grande province la plus peuplée au Canada, qui est juste à l'ouest du Québec. Mais donc, c'est
une situation qui est quand même favorable au maintien de la langue jusqu'à un certain point, parce que ça fait qu'au Québec, il y a une majorité forte de francophones, de l'ordre de 80%, comme on peut le voir, ce qui permet d'en faire la langue commune des Québécois, ou d'espérer d'en faire la langue commune des Québécois, y compris, comme je vais en parler, des allophones, ceux qui parlent une autre langue que le français ou l'anglais, donc qui sont les langues officielles du Canada. C'est la terminologie qui est utilisée, les allophones. Et c'est tout l'enjeu, comme on va le voir, du maintien du français au Québec, parce que maintenant que le taux d'accroissement naturel, donc démographique, est faible et aligné sur celui des autres pays occidentaux, eh ben, l'immigration est l'une des seules solutions pour continuer de faire accroître la population québécoise, et tout le défi est de faire en sorte que ces gens se joignent à la majorité francophone du Québec, qui est une minorité assez petite à l'échelle de l'Amérique du Nord, dans un océan anglophone qui a un pouvoir d'attraction énorme sur tout le monde, sur tous les gens à l'intérieur du continent et même à l'extérieur. Donc, j'ai un peu parlé là, de la structure politique du Canada, je ne vais pas en revenir, mais donc il y a 10 provinces. Les provinces donc sont autonomes dans plusieurs champs de compétences, en particulier ce qui a trait par rapport aux langues, ce qui a trait à l'éducation. Mais aussi ce qui a trait comment on appelle ça, au droit civil. Donc le Québec est de tradition juridique civiliste et non pas de common law comme le reste du Canada. Donc tout son droit aussi est en français, aussi en anglais, mais essentiellement en français. Donc c'est aussi un avantage pour le maintien de la langue. Donc c'est quand même une certaine complexité parce que il y a beaucoup de tractations entre provinces et gouvernement fédéral sur des sujets qui touchent les langues ou des sujets qui ne touchent pas les langues. Mais c'est relativement long à expliquer en soi. Mais tout ça pour dire que la structure fédérale permet un certain développement autonome du Québec dans les champs qui ont trait à la langue. Là, juste pour vous montrer non, je ne le montre pas ici. Je veux dire, la symbolique est intéressante. Au Québec, on trouve la fleur de lys partout. C'est vraiment le symbole de la francophonie nord-américaine aujourd'hui. Alors, c'était le symbole royal français à l'époque, mais il est partout chez nous, alors qu'il est complètement absent en France. Et puis, on a moins de symboles britanniques actuellement, puisque le drapeau canadien actuel ressemble à ça, mais jusqu'à 1965, il ressemblait à ça. En fait, ça, c'est la version de 1867, mais donc avec le Union Jack dessus. Et le Canada, à l'époque, se voyait comme un pays très, très britannique, qui avait une minorité francophone en son sein, alors qu'aujourd'hui, on a essayé d'une manière ou d'une autre de faire en sorte que les Québécois, en particulier, mais tous les francophones aussi, puissent adhérer au pays. Donc la quantité de symboles britanniques qui existe, enfin qui est utilisée actuellement, qui est dans la symbolique, est moindre. Ça, c'est tous les drapeaux provinciaux. Donc, le bilinguisme officiel. Donc, à partir des années 60, on va dire, OK, on va créer un Canada bilingue où on va dire que tous les Canadiens, qu'ils soient francophones ou anglophones, vont pouvoir adhérer au Canada. Ça, c'est l'emblème du Canada. Donc, ça, dans les années 60, vous avez peut-être, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, entendu parler en particulier de Pierre Elliott Trudeau, père du Premier ministre canadien actuel, qui lui était donc un grand anti-nationaliste québécois, mais qui est à l'origine de un peu cette nouvelle identité canadienne qui voulait bilingue, où on va dire tout doit être égal. Donc, il va promulguer en 69 la loi sur les langues officielles. Donc, c'est-à-dire que toutes les institutions, donc on parle du Parlement, de l'armée, les entreprises publiques, Poste, Air Canada, vont être soumis à la loi sur les langues officielles et devoir offrir des services en français ou en anglais à la demande à tous les citoyens canadiens partout au Canada. Le problème, c'est que
il y a une concentration des francophones d'un côté, une concentration des anglophones de l'autre. Donc, ça peut être difficile à appliquer parce que, par exemple, un employé de poste qui parle français à Vancouver, ça peut être difficile à trouver, même s'il est légalement tenu par la loi sur les langues officielles de le faire. Au Québec, où quand même beaucoup de gens apprennent l'anglais, c'est plus facile à trouver, mais la théorie, c'est que tout le monde doit pouvoir être servi en français et en anglais partout au Canada. Donc, il y a des limites pratiques. Et progressivement, on a mis en place des programmes de contestation. Les minorités linguistiques, par exemple francophones, qui sont flouées parce qu'ils ne reçoivent pas de services dans leur langue, ou à l'inverse, anglophones au Québec, peuvent faire appel à des systèmes de recours, commissaires aux langues officielles, etc. L'idée étant de protéger les minorités de langues officielles sur une base égale. Donc, le problème de ça, c'est qu'on protège légalement sur une base égale des choses. Sur le plan des principes, c'est bien, mais des communautés linguistiques qui ne sont pas nécessairement ni de nombre, ni de pouvoir égaux, parce que, évidemment, les francophones sont environ 20%, et le poids de l'anglais est énorme. Et évidemment, même s'il y a pas mal de Canadiens maintenant anglophones qui apprennent le français, beaucoup plus qu'il y a une cinquantaine d'années, c'est quand même le poids, comme beaucoup d'endroits, repose beaucoup sur les épaules des francophones quand il s'agit de communiquer avec les autres. C'est plutôt eux qui parlent anglais que les anglophones qui parlent français, même si on en trouve aussi. Au Québec, on va dire justement à cause de cette asymétrie, non, la loi sur les langues officielles qui nous traite de manière égale alors qu'on est inégal, donc on est dans la position de ceux qui sont désavantagés, on va promulguer ce qu'on appelle la loi 101 du nom du numéro de loi au Parlement, à l'Assemblée nationale, comme on l'appelle au Québec, c'est le Parlement provincial au Québec, ça s'appelle l'Assemblée nationale, comme en France. Donc la loi 101, qui s'appelle officiellement la Charte de la langue française, donc elle va dire, non, au niveau provincial, le français va être langue officielle unique. Et donc ça a été promulgué en 1977, un an après l'arrivée au pouvoir de René Lévesque, donc, qui était le premier Premier ministre, qu'on appelle le chef de gouvernement dans les provinces des premiers ministres, premier Premier ministre souverainiste, donc favorable à l'indépendance du Québec. Il a fait un référendum en 1980, a accédé au pouvoir, et une des premières choses qu'il a faites, donc, c'est d'assurer la protection du français au Québec en faisant cette loi qui dispose de tout ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, une des premières choses, c'est les dispositions sur l'affichage. Avant, à Montréal, où il y a une grosse communauté anglophone, où les anglophones où les francophones étaient surtout prolétaires dans la région de Montréal, ils avaient peu de pouvoir économique, c'était les anglophones qui dirigeaient tout. La plupart des commerces, du monde du travail, etc., étaient en anglais. Donc, comme l'affichage public a une importance vraiment symbolique pour affirmer la présence d'un groupe linguistique, elle dit non, maintenant l'affichage public commercial va se faire en français, avec des petites exceptions, il peut y avoir des traductions, etc., mais va se faire de manière prédominante en français. Donc avant Montréal, ça ressemblait à ça, avec des affiches en anglais, et maintenant, je veux dire, on voit Café Dépôt, Couche-Tard, Bouquinerie, je veux dire, toutes les façades. Le visage de Montréal est devenu francophone à cette époque-là. Il y avait de l'affichage en français, il y avait de l'affichage bilingue, mais au centre-ville, par exemple, c'était très anglicisé. Et donc, les dispositions par rapport à l'affichage, c'est d'affirmer que le français est langue commune au Québec, donc on va avoir l'affichage en français. Donc, il y a des petites exceptions. On peut avoir des fois des noms anglais, mais il faut un descriptif en français, par exemple. Ça peut être les entreprises, machin, en anglais. Mais il faut qu'il y ait du français dedans. Donc, ça a vraiment renversé la tendance du milieu du siècle, qui était d'avoir Montréal, finalement, s'affichant comme une ville presque anglophone, alors qu'elle est majoritairement francophone, mais avec, c'est vrai, une très grande communauté anglophone. Les panneaux aussi se disent arrêt, ou dans certains endroits arrêt stop, dans les municipalités désignées comme bilingues, mais pas stop. Stop dans le reste du Canada, stop aussi dans certaines villes à statut anglophone, y compris à Montréal. Donc des fois on se rend compte qu'on passe la frontière d'une ville juste parce que les panneaux passent de arrêt à stop.
Ça m'arrive à vélo pour aller au travail, je passe par une municipalité anglophone qui s'appelle Ville-Mont-Royal, et puis j'arrive, arrêt, 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 et là je passe une rue, stop, 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 stop. D'ailleurs, même les autobus scolaires, donc, qui sont comme dans le reste de l'Amérique du Nord, jaunes, ils disent écoliers, et ils ont tous des petits panneaux arrêt. Donc, les dispositions sur l'éducation, c'est peut-être vraiment le cœur de la chose. Pourquoi les dispositions sur l'éducation? Parce que, surtout à Montréal, Montréal étant une ville d'immigration à partir du 19e siècle, mais aussi beaucoup du 20e siècle, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Quel est le devenir linguistique de tous les immigrants, mais aussi même des francophones. Donc beaucoup d'immigrants étaient attirés par les écoles anglophones. Il y a deux systèmes séparés. À l'époque, c'était un système basé sur la religion protestant-catholique, les anglophones étant plus protestants et les francophones catholiques. Mais en gros, il y avait liberté de choix de la langue de l'école. Il y avait des écoles francophones, il y a toujours d'ailleurs, et anglophones. Donc les dispositions de la loi 101, c'est de dire non. Seuls les anglophones ont accès au réseau d'écoles anglophones, et les francophones et les allophones, donc les immigrants, vont tous aller à l'école en français. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de garantir que ces jeunes vont vraiment apprendre le français, être capables de le parler et l'utiliser. Parce que ça ne sert à rien de proclamer que le français est la langue commune du Québec si on n'est pas capable de l'enseigner, ou si les gens d'eux-mêmes, par exemple quand ils arrivent à l'âge adulte, décident de ne pas l'apprendre parce qu'ils perçoivent son statut comme trop faible, ou parce que tout simplement ils envoient leurs enfants dans des écoles anglophones et sont socialisés en anglais, ce qui les encourage à vivre essentiellement leur vie en anglais et non pas en français. Donc, toujours des écoles anglophones, il y a protection des droits de la minorité historique, il y a toujours un système complet de la maternelle jusqu'à l'université en anglais, mais aussi en français. Et pour l'école primaire et secondaire, donc c'est les gens qui ont été éduqués, ou qui ont des parents qui ont été éduqués en anglais, au Québec ou ailleurs au Canada, qui ont accès aux écoles anglophones, avec quelques autres exceptions. Le reste doivent aller jusqu'à la fin du secondaire à l'école francophone. Et ça a vraiment été un tournant, parce qu'à partir de là, on a vu, j'en parle plus tard, là, mais un phénomène qu'on appelle les enfants de la loi 101, c'est-à-dire la première génération des jeunes issus de l'immigration qui sont allés, non pas, comme c'était le cas beaucoup auparavant, à l'école anglophone, mais à l'école francophone, et donc qui parlent français comme la très grande majorité des Québécois, avec le même accent, etc., qui sont capables de fonctionner en français, et c'est un peu le but de la loi, de les faire vraiment participer comme francophones, au moins dans la vie publique. Dans la vie privée, on peut parler la langue qu'on veut, mais dans la vie publique, de fonctionner en français, de faire en sorte donc, que le français continue à être la langue commune du Québec. Voilà. À l'université et dans ce qu'on appelle le cégep, qui est un niveau qui n'existe pas ailleurs entre le secondaire et l'université, il y a liberté de choix. Donc c'est vraiment juste à peu près jusqu'à 17 ans, 18 ans, ces dispositions s'appliquent. Après ça, il y a liberté de choix. Il y a des universités francophones à Montréal, des universités anglophones à Montréal. On peut aller dans celle qu'on veut. Mais l'idée, c'est que au moment où on est jeune, où on est susceptible donc d'être socialisé, d'apprendre des langues plus facilement, qu'on soit intégré en français. Donc là, il y a des dispositions sur les entreprises. Ça fait partie des choses qui sont plus difficiles un peu à appliquer. C'est que pour contrer ce dont j'ai parlé auparavant par rapport au fait que les anglophones avaient le pouvoir économique, et maintenant, les francophones ont bien remonté la pente et sont à peu près sont proches de l'égalité, mais c'était les Anglais, les anglophones, on dit les Anglais souvent, même s'ils ne sont pas anglais sur place, c'est comme ça qu'on appelle. Les anglophones étant souvent d'un statut économique supérieur, souvent c'était les cadres, les patrons dans les entreprises, et finalement quand on était francophone dans une entreprise, on travaillait assez souvent, en tout cas dans la région de Montréal, en anglais. Donc là encore, c'était très difficile de parler sa langue, étant donné que les anglophones ne parlaient pas nécessairement leur langue, le français, et que c'était donc tout le poids reposait sur les anglophones. Donc là, on a dit non, la langue
normal du travail au Québec doit être le français. Et donc, pour les grandes entreprises de plus de 50 personnes, il y a toute une série de choses à faire. Donc, on doit obtenir un certificat de francisation qui dit par exemple que les logiciels disponibles sont en français, la communication interne, etc. Donc ça, c'est les textes. Dans la réalité, à Montréal, c'est très mélangé parce que c'est très difficile en fait, de contrôler, c'est normal, les interactions des gens entre eux, hein, donc entre employés. Il y a des employés qui sont francophones, anglophones, allophones. Donc bon, là, c'est là un peu un des grands enjeux, c'est qu'on dit, oui, on a les enfants de la loi 101, ils ont été éduqués en français. Dans certains milieux, ils vont travailler plus souvent en anglais. Donc là, l'idée de français, langue commune, ça chope finalement à une réalité du marché du travail qui est, on va dire, très mixte et qui est un peu une limite de ce que peut faire la loi. Mais la loi, au moins, aura permis pour que tous ces gens qui vont entrer sur le marché du travail, qu'ils aient les connaissances linguistiques pour fonctionner en français, et ça, ils les ont. Et d'ailleurs, souvent, en fait, ça ne les empêche pas, contrairement à ce que des fois on peut entendre, de parler anglais, puisque, je veux dire, la majorité des gens ont au moins une compréhension de l'anglais, un très grand nombre sont capables de le parler. Beaucoup de ces allophones, donc qui viennent, qui ont des parents, des grands-parents qui sont venus alors, je sais pas moi, d'Italie, toutes sortes d'autres pays, maintenant de Chine, beaucoup sont trilingues en fait. Ils parlent la langue de leurs parents, ils parlent le français, ils l'ont appris à l'école, et ils parlent l'anglais parce que l'environnement nord-américain les amène à apprendre l'anglais. Donc, en fait, moi je pense que l'effet de la loi 101 a été en fait assez positif sur, je montre le tableau plus tard, sur le taux de connaissance des langues au Québec, parce qu'en fait, le Québec, qui est province officiellement unilingue, francophone, avec droit pour les anglophones, bien sûr, est la province la plus bilingue du Canada. Donc, ça s'affichait unilingue, mais en fait, dans les faits, c'est là qu'il y a le plus de gens qui parlent et français et anglais. Ça, je ne sais pas si... ouais, c'est ça. Je peux en parler un petit peu, plus beaucoup de temps, parce que je pense que j'ai déjà passé les 30 minutes. Donc, c'est ça. Si vous posez une question là-dessus, sur cette diapo, j'en parlerai. Je voulais ici montrer le taux de bilinguisme dans les différentes provinces canadiennes. Donc, oups, non. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ligne du Québec, 42,6% qui déclarent pouvoir soutenir une conversation en français ou en anglais, et c'est le plus gros pourcentage. Et je pense que, en tout cas à Montréal, ça a été probablement dû en grande partie à la loi 101 et à beaucoup de ces personnes qui maintenant sont bilingues, trilingues. Oups, j'ai appuyé sur le bouton, il ne fallait pas. Et donc, ça a été un des effets de la loi 101. Mais il y a eu aussi une remontée, là on ne le voit pas, historique, mais bien sûr les Canadiens anglais, par la politique de bilinguisme officielle, se sont quand même ouverts progressivement à ce qu'on appelle le fait français. Et on a vu quand même des taux de bilinguisme en augmentation depuis la décennie dans le reste du Canada. Les gens se sont dit, il faut... pardon ? Je voulais juste faire une remarque parce que justement, une statistique, il y a une info qui est sympa, c'est le Nouveau-Brunswick qui est 33. Oui, c'est le croisement, c'est-à-dire qu'au Québec, c'est les francophones qui parlent anglais, alors qu'au Nouveau-Brunswick, les 33, ce sont en partie des anglophones qui parlent français. Peu quand même, c'est surtout des Acadiens. Non, il y a des Acadiens aussi, mais il y a aussi quand même parce que c'est l'autre région où il y a les deux langues. Oui, tout à fait. Et, effectivement, et j'en parle en fait du Nouveau-Brunswick dans une ou deux diapos là. Mais oui, effectivement, je me concentrais plus sur le Québec, mais tout à fait. Le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province, je vais vous en parler, officiellement bilingue du Canada. Les autres sont au niveau provincial, à part le Québec anglophone, mais où il y a une grosse minorité francophone qu'on appelle les Acadiens. J'ai parlé de la colonie, l'Acadie, qui a été fondée, donc qui sont les descendants de cette colonie. Je parle un petit peu de l'histoire en 30 secondes tout à l'heure, parce que c'est quand même quelque chose, mais qui existe toujours. Et effectivement, il y a un tiers de francophones au Nouveau-Brunswick. J'y suis allé pour la première fois d'ailleurs il y a quelques mois, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Depuis 17 ans passés au Québec, en fait, c'est depuis ce temps-là que je voulais y aller, puis j'y suis enfin allé il y a environ
il y a environ 6 mois. Donc voilà, donc quand même, oui, remonter les taux de bilinguisme. Il y a aussi un certain engouement au Canada anglais pour ce qu'on appelle les écoles d'immersion en français, donc des anglophones qui se disent, tiens, non, maintenant l'identité canadienne, c'est entre autres parler français, pas seulement, mais entre autres parler français, donc je devrais apprendre. Donc il y en a qui le font, pas tout le monde, mais c'est quand même, ça a été quand même... En fait, les deux, la loi sur les langues officielles et la loi 101, d'une certaine manière, se complètent, même si on les a beaucoup opposés en disant que oui, au Québec, c'est le fait qu'on dise non, tout le Canada est bilingue et donc le français devrait être égal à l'anglais vient contrecarrer l'idée que le français prédomine, mais je pense que quand on voit les effets un peu partout au Canada, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu une certaine complémentarité dans les faits. Donc voilà, bon, politique d'immigration, là je commence à dépasser vraiment, là. Je vais laisser du temps pour les questions, mais j'en ai parlé. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que au Québec, les immigrants soient capables de s'exprimer en français, vivent en français dans leur vie de tous les jours. Des fois, la littérature gouvernementale parle de francotropes et d'anglotropes selon l'origine des immigrants. Donc, ceux qui sont plus susceptibles de s'intégrer en français, par exemple, tous les francophones ou latinophones, ou romanophones, on pourrait dire. Donc, par exemple, les hispanophones qui très rapidement apprennent à parler français et en général s'intègrent bien en français, et d'autres qui sont entre guillemets anglotropes. Le terme n'est pas trop utilisé dans les médias, mais il est utilisé dans les publications statistiques. Par exemple, les gens qui viennent du sous-continent indien, il y en a à Montréal, les Indiens, des Pakistanais qui, eux, ont eu déjà un bagage anglophone antérieur, alors ça les incite à s'intégrer en anglais. Voilà. Et puis aussi certaines provinces comme le Nouveau-Brunswick donc essayent de renforcer leur communauté francophone en essayant d'attirer aussi, comme le Québec, des immigrants francophones. Le Québec a des pouvoirs en immigration qu'il a négocié avec le gouvernement fédéral, peut sélectionner une partie de ces immigrants, et c'est un système à points, et les langues donnent certains points. Donc la connaissance préalable du français qui comprise comme étant une capacité supérieure à s'intégrer en français, par exemple, donne des points pour immigrer. Donc ça fait partie de la politique aussi de renforcement du français au Québec, c'est de pouvoir sélectionner des immigrants qui vont être capables de s'intégrer facilement en français. À Montréal, je vous en parlais, donc Montréal est assez divisé linguistiquement. En bleu ici, on voit les secteurs majoritairement francophones. Grosse communauté anglophone à Montréal, près du centre et à l'ouest. Et au milieu, c'est très mélangé. Donc, pardon? Ouais, non, c'est classique ces couleurs. Et au milieu, en vert, on voit les quartiers qui sont majoritairement allophones. Alors ça peut être différentes langues, par exemple ici ça peut être l'italien. Ici, je pense que ça doit être le créole haïtien, beaucoup d'haïtiens à Montréal qui parlent créole haïtien et français souvent. Et donc ça c'est vraiment une division traditionnelle qui existe depuis très longtemps, où à l'ouest il y a des anglophones. C'est vraiment là que se concentre, on est un petit peu ailleurs au Québec, mais c'est vraiment là que se concentre la communauté anglophone de Montréal, et c'est ça évidemment qui fait que Montréal est un point central. C'est la grande ville, c'est la capitale économique, c'est aussi, on va dire, le centre finalement culturel du Québec, mais c'est le point un peu de la ligne de fracture, quoi, parce que c'est là qu'on est un peu à la frontière. L'Ontario commence un petit peu à l'ouest, mais en fait il y a des zones majoritairement anglophones tout de suite à l'ouest de la ville. Donc c'est ce qui fait que c'est un enjeu extrêmement important, le statut du français dans la ville et dans la région de Montréal. Bon, ça c'est les statistiques je suis déjà en retard, donc on ne va pas en passer. Et tout ça, donc tous ces combats, donc ça s'est fait sur fond politique un peu mouvementé, un peu accalmé en même temps. Oui. Est-ce que les anglophones à Montréal parlent aussi le français? Les nouvelles générations nées depuis les années 70, très souvent au moins comprennent, ensuite ont des niveaux de capacité d'expression divers, de excellent à pauvres, mais beaucoup plus que dans les décennies précédentes. Les anglophones au Québec sont capables de s'exprimer en français, parlent français. Ensuite, les attitudes des gens, ça dépend. Beaucoup de francophones ont le réflexe de répondre en anglais, un peu comme on parlait des Norvégiens tout à l'heure dans cette salle, de répondre en anglais à des gens qui ne sont pas de langue maternelle française, ce qui est finalement un peu un problème pour ces gens aussi, pour qu'ils puissent parler français et l'apprendre. Mais oui, aujourd'hui, beaucoup d'anglophones, je pense la majorité des jeunes
peuvent soutenir une conversation en français pour ce qui est de ce qu'on appelle les anglo-québécois, des anglophones québécois, d'accord. Pour dire à quel point ça peut être grave, ça parle, moi je suis un Ouais. francophone d'Ottawa, Ouais. on me répond en anglais à Montréal des fois. Ben, C'est à ce point-là, ouais, non, ça peut être, mais c'est problématique justement parce que comment intégrer des immigrants qui ont dit il faut parler français, ils arrivent, on leur répond en anglais. Non, l'idée, c'est il faut, ils ont amplement d'ailleurs de possibilité de parler anglais en Amérique du Nord parce que le contexte de toute manière fait qu'on est amené à parler anglais régulièrement, mais c'est sûr que dans la société québécoise, moi je pense quelqu'un qui s'adresse à nous en français, comme c'est finalement, ça doit être selon moi le cas normal parce que c'est la langue commune du Québec, on leur répond en français et c'est aussi une politesse à leur égard. Beaucoup de gens pensent que certains francophones dans l'idée que la politesse c'est de leur répondre en anglais, langue que supposément ils parleraient mieux. C'est pas toujours le cas, ça peut être le cas mais c'est pas toujours le cas, mais je pense si on veut qu'ils s'améliorent en français, il faut leur répondre en français aussi. Donc, il y a eu 2 référendums sur l'indépendance du Québec. Les 2 ont échoué, le dernier à un très petit pourcentage. Mais donc, toutes ces questions linguistiques, surtout entre, on va dire, 1960 et 2000, mais jusqu'à aujourd'hui aussi, ont été très énormément débattues socialement, politiquement. Ça a remué le Canada et ça continue jusqu'à un certain point de remuer le Canada. Donc, on entend toujours parler de ces choses-là. Ça a régulièrement des nouvelles sur la loi 101, les statistiques linguistiques, ça n'arrête pas de sortir. Petit point sur les médias. Donc il y a des médias francophones et anglophones à Montréal. Montreal Gazette, principal journal anglophone, et ensuite plusieurs titres francophones, La Presse, Le Devoir, le Journal de Montréal, Métro qui est gratuit, qui est en français. Le petit point sur la radio-télévision publique fédérale. Radio-Canada et CBC en anglais qui offrent des services en français et en anglais partout au Canada. Donc, de manière générale, on a accès aux 2 médias dans les 2 langues facilement à Montréal. Là, j'ai parlé des attitudes. Bon, là, on a déjà 41 minutes, c'est horrible. Je parle beaucoup trop. Mais j'ai parlé un petit peu, voilà, les gens, comment s'adresser aux allophones, c'est ça. Est-ce qu'on s'adresse à eux en français, en anglais? Ça a un impact sur leur comportement linguistique futur. Et j'ai mentionné aussi tout à l'heure, c'est ça. Au Canada anglais, on trouve aussi un certain engouement pour le français. Dans une mesure, évidemment, le français n'a pas le même statut relatif là, que l'anglais pour les francophones, mais quand même, c'est notable. Les Acadiens, donc francophones qui ont été déportés en 1755 par les Anglais quelques décennies après qu'ils aient pris cette première colonie française qu'on appelait l'Acadie, donc à l'est du Canada. Ils habitent le Nouveau-Brunswick aujourd'hui majoritairement, qui est la seule province officiellement bilingue du Canada. Ça, c'est le drapeau acadien, qui est le drapeau français flanqué d'une étoile jaune dessus, qu'on appelle l'étoile de Marie, je crois, et le drapeau de la province du Nouveau-Brunswick. Donc eux sont dans une situation où ils ont des droits, parce qu'ils sont dans une province qui est officiellement bilingue, mais ils sont minoritaires. Donc, leur vie n'est pas toujours simple du point de vue des droits linguistiques, mais ils continuent à y croire, on va dire. Surtout depuis les dernières décennies où, quand le Nouveau-Brunswick est devenu bilingue, ils ont obtenu des droits en éducation, ils ont pu vraiment s'éduquer jusqu'à l'université en français. Donc ça les aide à maintenir leur position et à croître aussi. Et petit point aussi pour finir, en fait plus que les Acadiens, la communauté francophone la plus importante hors Québec, c'est l'Ontario. Donc en Ontario, qui est la plus grosse province du Canada, qui est majoritairement anglophone, surtout dans le nord, mais aussi avec la frontière avec le Québec. On a notre ami ici, donc francophone, Loïc de l'Ontario, donc d'Ottawa. Donc eux aussi, même s'ils n'habitent pas dans une province officiellement bilingue, eh ben, ils continuent aussi leur chemin là, de francophones, d'essayer de maintenir donc, tout leur réseau de services en français, etc. Ça peut être difficile quelquefois, mais ils sont courageux, on va dire. On va finir. Voilà. Je vais prendre les questions parce qu'il y a vraiment... si vous avez une question sur les comparaisons internationales, ça pourrait être parfait parce que j'en ferai une minute, une réponse sur le sujet. Ah oui, et si ça vous intéresse tout ça, venez au Festival des langues de Montréal que je co-organise fin août.
C'est un événement pour polyglottes et vous pourrez évaluer un petit peu ou faire l'expérience de la situation par vous-même. Merci. Peut-être une question pour dire qu'on a pris des questions, on a pris en cours, c'était bien, en fait j'ai apprécié parce que... Question quelqu'un? Oui? Concentré à Montréal, mais il y en a un petit peu au sud de Montréal, près de la frontière avec les États-Unis, et aussi dans l'ouest, près de la frontière avec l'Ontario. Oui. Il y a des endroits hors Montréal, effectivement, où le taux de pratique et de connaissance de l'anglais est faible. Souvent, la connaissance passive va être là, beaucoup de gens vont comprendre. Mais c'est vrai que, par exemple, même pas dans les Laurentides, la région au nord de Montréal, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais. Et il y a peu d'anglophones. Donc oui, il y a des endroits... j'ai beaucoup parlé de Montréal parce que c'est vraiment le point central. La région de Montréal concentre la moitié à peu près de la population québécoise. Mais il y a des endroits au Québec où on n'entend pratiquement jamais d'anglais. Oui? Ouais. C'est vrai. Et même quand on est d'Europe, on peut dire, on voit plus souvent des francophones européens ou des européens que des Québécois. Et quand on connaît leur histoire, ils ont vraiment eu beaucoup de difficultés pour s'implanter. Absolument. Les anglophones, quand les Acadiens sont revenus partout sur la côte, les Acadiens sont installés. Les anglophones ont installé 2 villages un au-dessus ensuite. C'est-à-dire que les anglophones ont tout fait. Ouais. Ouais, et ils sont revenus. Non, non, mais j'ai beaucoup apprécié mon voyage en Acadie. Je recommande, pour les gens qui veulent aller au Canada, de faire la côte du Nouveau-Brunswick. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, c'est très beau. Ah, je ne l'ai pas vu, mais en Nouvelle-Écosse, c'est plus loin. Je sais. Et il y en a partout des drapeaux acadiens. J'ai jamais vu autant de tricolores que dans mon voyage sur la côte néo-brunswickoise, avoir des drapeaux acadiens partout, sur les poteaux électriques, partout. Vraiment impressionnant. Au Québec, on dit, c'est la devise du Québec, oui, je me souviens. Bon, tu avais une question? Oui, c'est vrai. On trouve encore des gens, de moins en moins, parce qu'ils ne sont pas, eux, donc on appelle les franco-américains, c'est-à-dire les descendants d'émigrés canadiens-français, à l'époque, comme on disait, dans les États comme le Maine, le Vermont, etc. On voit beaucoup de patronymes francophones à cet endroit-là. Certains parlent encore français, mais c'est vrai que comme ils ne sont pas dans un endroit où ils ont accès à un système d'éducation complet en français. Je sais que les nouvelles générations parlent beaucoup moins français qu'avant, malheureusement. Donc, voilà. Bon, je pense que c'est tout. Et puis, si vous avez des questions, venez me voir. Comme vous voyez, je suis loquace et je parle trop. Donc, je pourrais vous expliquer trop, si vous voulez.